Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir à notre webinaire sur la fraude dans les services bancaires et dans les investissements. Donc, on a avec nous Madame Grace McSorley, j'espère que je dis bien son nom, l'ombudsman adjointe de l'organisme national qui s'appelle Ombudsman des services bancaires et d'investissement. Je vous avoue que je connaissais pas ça, donc je suis bien contente qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour nous donner de l'info sur cet organisme et puis aussi pour nous donner des renseignements au sujet de la fraude en lien avec ce thème-là. Mais elle va nous parler un petit peu plus tard. J'ai une coupe d'affaires à faire avant de lui passer la parole. Donc, on fait habituellement la reconnaissance des terres. Donc, je vais vous lire le petit message de la Farfo et de le RP-MAFO. Donc, la Farfo et le RP-MAFO reconnaissent que les terres sur lesquelles nous vivons, apprenons et nous divertissons tous les jours sont situées sur des territoires autochtones traditionnels à travers la province de l'Ontario. La Farfo et le RP-MAFO sont honorés de collaborer avec ses clientèles, ses partenaires et les communautés autochtones de tous les territoires. Nous reconnaissons également les gardiennes et gardiens du savoir traditionnel et les anciennes et anciens, qu'ils soient parmi nous ou qu'ils nous aient précédés. Donc, juste un petit peu de techno. Nous avons désactivé votre micro pour éviter les bruits de fond et nous avons fermé vos caméras. Vous pouvez utiliser le bouton chat, là, CHAT, là, en bas, là, pour poser des questions ou donner vos commentaires. Il va y avoir une période de questions à la fin de la conférence et puis Mme Sorley, elle pourra y répondre. Et puis, juste pour vous dire, ce webinaire est enregistré et sera mis dans la page web du RP Mapo. Donc, c'est quoi la FARFO, le RP-MAFO? Ça fait juste une couple d'années que la FARFO a mis sur pied le réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. Donc, notre mission, c'est d'outiller et soutenir toute personne et tout organisme dans le but de prévenir toute forme de maltraitance envers les personnes aînées. Puis notre vision, c'est l'éducation, la sensibilisation et la prévention là, auprès de nos aînés francophones de l'Ontario de 50 ans et plus. Donc, je vous invite, vous pouvez joindre le RP Mafro, c'est gratuit. Vous avez juste à aller sur notre page web qui est située sur le site Internet de la FARPO et puis de vous inscrire comme membre et puis vous allez recevoir nos renseignements, nos informations. Et puis, je vous invite aussi à vous inscrire au Vivre Plus, qui est le magazine de la Farfo pour les personnes aînées francophones de 50 ans et plus de l'Ontario. C'est un beau magazine, ça sort le premier de chaque mois. Donc, si vous avez des articles à mettre, c'est le temps de les envoyer à ce beau magazine que je participe régulièrement et puis que j'adore. Je voudrais même une copie papier. Là, je suis en train de revendiquer pour une copie papier au moins une fois par année. Donc, on va voir si c'est possible avec le financement. Donc, vous voyez, là, ça, c'est notre site Internet, notre page du RP Mafo. Je vous invite aussi, si vous avez des témoignages de fraude ou de maltraitance, on a un icône que vous pouvez aller nous parler de ce que vous vivez ou ce que vous voyez que quelqu'un d'autre vit. Ou si vous avez des questions, on est là pour vous autres. Et puis, et puis là, il y a de l'information, il y a des ressources, etc. Bon, donc là, je ne vais pas trop parler, ce qui est mon habitude, mais j'aimerais vous présenter Madame Grace McSorley, qui est ombudsman adjoint à l'Ombudsman des services bancaires et des investissements.
Donc, Madame McSorley, en sa qualité d'ombudsman adjointe, je vais juste changer ça. Je vais vous donner une petite bio. Supervise le travail d'équipe qui font enquête sur les plaintes liées aux services bancaires et investissements. Admise au barreau en Ontario et à New York, elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Toronto, Université du Collège Saint-Michael's et d'un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa, par l'intermédiaire de laquelle a été étudiante invitée à la faculté de droit de l'Université of Hong Kong, University of Hong Kong, durant une session. Après avoir été admise au barreau, Mme McSorley a exercé le droit au sein de firmes de Toronto et de New York. Elle est ensuite entrée au service d'une importante institution financière canadienne où elle a été conseillère interne puis directrice générale de la gestion du patrimoine. Donc, bienvenue, Madame Grace McSorley. Donc, le contenu de la conférence, ben, ça va être au niveau de la fraude financière qui est en augmentation. Et puis ça, on en voit dans nos cellulaires, dans nos ordinateurs, etc. Donc, je vous laisse la parole. Donc, je vais départager euh, ma présentation pour vous laisser la place. Si, et bonjour à tout le monde. Je vais commencer à partager mon écran avec la présentation. Oups. Voilà. Euh, je pense que ça marche. Je suis là. Tout le monde peut voir les diapositives. Je Oui, vais commencer au début. Très bien. Euh, OK. Alors, euh, Grace, merci. Tout le monde. Oh oui. excuse-moi, si tu veux mettre le slideshow. Ah oui, voilà. Hein? Euh, alors, pardon, mais OK, voilà. Je commence au début. Parfait, merci. OK, alors merci. Je vais vous parler de plusieurs choses. Vous m'avez déjà présenté, alors vous savez qui suis-je. Alors je vais sauter à vous parler de l'OSBI, notre organisation. On va en parler de mesures pratiques pour protéger vos finances et on va parler de quelques situations réelles que devrez-vous faire et puis comment nous pouvons vous aider. Euh, alors, on a déjà parlé de moi. J'aimerais plutôt parler de notre équipe. Alors, nous avons une équipe d'enquêteurs qui viennent qui ont travaillé dans les services bancaires. Ce sont des personnes sont aussi diplômées en droit ou bien qui ont de l'expérience dans l'industrie. Alors, ils sont tous très qualifiés dans les sujets financiers, mais aussi dans les enquêtes. Alors ici, pour notre organisation, alors l'OSBI est le service national et indépendant de réglementation des différends offerts aux consommateurs et petites entreprises qui n'ont pas réussi à régler leurs plaintes avec leur firme de services bancaires ou d'investissement. Bien que nous ne puissions examiner que les plaintes faites au sujet de nos firmes participantes, la plupart des firmes de services bancaires et d'investissement sont membres de l'OSBI. Euh, on a reçu à peu près 17 000 appels en 2023. On a enquêté plus de 3 000 plaintes et on a résolu plus que, on a plus que 1 500 firmes qui sont membres de l'OSBI. On peut faire des recommandations jusqu'à 350 000 millions de dollars, mais on n'a pas le droit d'imposer notre recommandation, mais la plupart du temps, les firmes payent ce que nous recommandons. Alors ici, bon, les types de plaintes qu'on reçoit, la plupart de nos plaintes sont des plaintes pour des services bancaires. L'année passée, on a ouvert 2388 pardon, dossiers et on a recommandé une moyenne de 2573 dollars comme compensation. Ce nombre est un peu décevant dans le sens que la majorité de nos recommandations pour les services bancaires sont assez faibles, mais ils sont importants aux personnes à qui on fait les recommandations. Pour le côté de l'investissement, on a ouvert 662 dossiers, enquêtes,
Et puis, notre dédommagement moyen, les recommandations étaient à peu près 10 000 dollars. Alors, encore une fois, euh, oui, c'est la moyenne, c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui sont très grands, il y en a la majorité qui sont encore un peu plus basses en bas. Euh, alors, les plaintes les plus fréquentes que nous recevons. Alors, malheureusement, comme vous le savez, ce sont les fraudes et les anarques et on va en parler davantage. On a encore beaucoup de dossiers quand il y a des erreurs de transaction au sujet de cartes de crédit, comme les problèmes avec la rétrofacturation. Euh, pour le domaine des investissements, nous recevons beaucoup de plaintes quand les investissements ne sont pas convenables. Et aussi, on reçoit beaucoup de plaintes au sujet de prêts hypothécaires. Euh, nous sommes une alternative aux tribunaux et ça ne coûte rien aux consommateurs. Alors, les banques et les firmes d'investissement sont obligés d'être membres d'OSB et eux, ils payent un frais, mais les consommateurs ne doivent pas payer du tout pour notre service. Nous sommes un processus moins formel. Alors, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour venir chez nous. Vous pouvez, si vous voulez, avoir quelqu'un qui vous aide, un représentant, mais le but, c'est d'être une ressource facile à utiliser, simple et surtout gratuit. On ne veut pas que vous devez dépenser de l'argent pour utiliser nos services. Et normalement, nous sommes beaucoup plus rapides que les tribunaux. Si vous venez chez nous et on ne peut pas résoudre votre plainte, vous pouvez toujours, si vous le faites en temps, aller au tribunal après. Mais normalement, le coût d'aller au tribunal, c'est beaucoup plus que la majorité des différends qu'on reçoit. Alors, en quoi sommes-nous vulnérables? Alors, ça, c'est pour le public, ce que nous voyons. Alors, ici, dans le monde, il y a les fraudeurs. Je l'ai écrit 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Il y a la volatilité du marché et la désinformation. Toutes ces choses-là sont des problèmes pour les consommateurs et il faut qu'on essaie d'éviter d'avoir des problèmes à cause de ces gens et puis ces problèmes-là. Alors, que peut-on faire pour nous rendre moins vulnérables? Enfin, c'est un peu négatif ici. Que faisons-nous pour nous rendre vulnérables? Je préférerais dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous ne sommes pas vulnérables? Alors, on peut ne pas partager nos informations confidentielles. Si on les partage, là, on est vulnérable. Euh, si on ne pose pas des questions au sujet de transactions ou bien de personnes qui nous demandent de l'argent, là, c'est un problème et on devient plus vulnérable. Si on ne pose pas des questions au sujet de produits que quelqu'un veut nous vendre aussi, ça peut poser des problèmes. On est vulnérable si on signe des accords sans les lire. Et si on est trop confiant, peut-être dans un investissement ou bien dans un produit, si on ne se pose pas des questions, est-ce que quelque chose peut-être est trop beau pour être vrai, par exemple? Alors, nos décisions, on peut contrôler beaucoup, on peut contrôler beaucoup et éviter des problèmes. Mais comme on sait, c'est pas toujours notre faute si on est une victime d'un arnaque. Et alors, on va en parler de façon comment on peut se protéger. Euh, alors, je vais répéter ces choses-là, peut-être parce qu'ils sont très importants, mais protégez-vous en tout temps. Gardez vos informations de compte et vos mots de passe confidentiels. La majorité des anarques que nous voyons chez OSBI, ce sont des gens qui, par accident, soit ils tapent leurs informations confidentielles dans leur ordinateur, ils répondent à un texto, ou bien quelqu'un les appelle prétendant d'être un agent de la banque, et ils partagent leurs informations. Euh, alors, ne faites pas ça. N'envoyez jamais de l'argent si vous n'êtes pas entièrement sûr de la destinataire à qui vous l'envoyez. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des courriels ou bien voient des avertissements sur l'Internet au sujet d'investissements qui promettent de grands profits.
ou bien qui suggèrent que vous investissez en crypto, par exemple, qui disent que c'est le futur, vous allez gagner beaucoup d'argent. N'envoyez jamais votre argent à ces personnes-là avant de faire beaucoup de travail pour vous assurer que ce sont des personnes qui sont légitimes. Nous recevons un tas de plaintes de gens qui se sont pris par des anarques. euh, de gens en ligne qui vraiment paraissent très légitimes. C'est très facile d'avoir un site web qui a l'air professionnel. Alors, il faut faire beaucoup de recherches avant d'envoyer de l'argent à quelqu'un pour l'investir pour vous. Faites attention à tous les courriels et messages textes non familiers contenant des liens et les pièces jointes. Parfois, vous recevez des textes ou bien des courriels qui disent, oh, vous avez à recevoir un bon marché sur des vêtements, par exemple, ou c'est un grand solde aujourd'hui, cliquez ici. On a un solde spécial pour vous. Ces choses-là peuvent être des anarques. Aussi, si vous recevez un texte ou un courriel qui vous dit, oh, on vous doit de l'argent, il faut que vous nous donnez votre information de banque. Souvent, c'est un anarque. Alors, il faut être très, très, il faut vous méfier toujours. C'est pas un message qu'on veut recevoir, mais c'est la vérité. Posez des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Ça arrive avec des produits financiers. Si vous ne comprenez pas les cryptos, il faut le comprendre avant que vous investiez. Vous investiez. Si vous ne comprenez pas un contrat, une hypothèque par exemple, ne le signez pas, posez des questions. Si vous ne comprenez pas ce qui arrive, si vous allez recevoir un prêt, quelles sont les conséquences, quand est-ce qu'on doit le repayer, il faut toujours comprendre ce que vous achetez ou bien ce que vous signez. Euh, et si quelqu'un vous dit des choses qui ne font pas de sens, il arrête et puis prend un moment et réfléchissez ou bien parlez à quelqu'un avec qui vous avez la confiance. Euh, Assurez-vous de lire et de comprendre un accord avant de le signer. Il y a toutes sortes de choses dans les contrats avec les organisations financières qui sont très importantes, qui sont là vraiment pour protéger la banque et pour vous dire ce que sont vos responsabilités. Il y en a beaucoup dans tous les contrats bancaires. Alors, ça vaut la peine de les regarder. Heureusement, maintenant, ils sont écrits dans un langage beaucoup plus accessible qu'avant. Avant, c'était toujours des petits caractères qui étaient écrits dans une langue légale. Maintenant, enfin, pas toujours, mais maintenant, de plus en plus, on trouve que les contrats sont un peu plus faciles à comprendre. Mais si vous ne les comprenez pas, posez des questions à votre banque ou à votre courtier d'investissement. Euh, euh, oui, communiquez avec votre banque ou votre firme si vous avez besoin d'aide avec vos finances, si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a toutes sortes de réseaux que vous pouvez utiliser. Il y a de nouvelles obligations, par exemple, avec les hypothèques. Si vous avez des problèmes à payer votre hypothèque, vous pouvez en parler avec la banque et ils sont au moins obligés d'avoir une conversation avec vous. Ça ne garantit pas qu'ils vont faire ce que vous voulez, mais ils vont vous parler. Euh, Aussi, si vous avez un problème, c'est très important de porter plainte à votre banque ou bien à votre firme d'investissement tout de suite parce qu'il y a toujours des dates de limite quand vous pouvez vous plaindre. Alors, ça vaut la peine de vous plaindre tout de suite et il se peut qu'ils peuvent résoudre votre problème. Euh, alors, on va examiner quelques situations réelles pour en parler de ce que vous devez faire. Alors ici, situation numéro un. Vous lisez votre relevé mensuel de carte de crédit et vous ne reconnaissez pas certains achats que devrez-vous faire. Alors, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé. Parfois, c'est parce on ne se rappelle pas qu'on a fait des achats, mais parfois, on voit des choses que vous n'avez pas vraiment fait. Une chose qui arrive souvent avec les anarques, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans de grandes organisations et puis, par exemple, Netflix ou bien Amazon, et puis ils utilisent votre information et puis vous payez pour non seulement votre service, mais le service de quelqu'un d'autre. Et c'est facile de le manquer parce que si vous voyez quelque chose que vous pensez que vous devez payer chaque mois, mais vous le voyez deux fois pendant le mois, vous n'allez pas toujours trouver que vous avez
quelque chose sur votre relevé mensuel. Alors, ça vaut la peine de le regarder assez bien chaque mois pour que vous savez que tout ce qui est là est quelque chose que vous avez autorisé. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose sur votre relevé de compte, communiquez avec votre banque immédiatement. Oups, pardon. Euh, je voulais aussi ajouter que il y a des dans votre contrat avec la banque, il y a presque toujours une obligation d'informer la banque si vous trouvez un problème et c'est normalement dans 30 jours. La meilleure façon de le faire, c'est tout de suite. N'attendez pas que ce soit 30 jours. Et ça vaut mieux de parler à votre banque tout de suite. Vous pouvez aussi utiliser des outils offerts par votre banque pour recevoir un texto chaque fois que votre carte a été utilisée. Comme ça, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe avec votre carte de crédit ou bien votre compte de banque. Mais ça vaut la peine aussi de toujours vérifier autrement aussi parce que parfois, les fraudeurs, s'ils sont dans votre téléphone, ils peuvent enlever ces messages. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux je veux partager avec vous ce que je vois dans les plaintes que nous recevons. Euh, OK, alors situation numéro 2. Un membre de votre famille ou un ami vous dit d'acheter des nouvelles actions qui semblent être un bon investissement. Alors, je vais parler de certaines variations sur ce thème aussi. Que devez-vous faire? Alors, ici, c'est important de vous poser plusieurs questions. Un investissement qui est convenable pour quelqu'un d'autre n'est pas toujours convenable pour vous d'abord. Adressez-vous à un conseiller d'investissement enregistré avant de consentir à investir. Parfois, malheureusement, il y a des gens qui vous demandent d'acheter un investissement qui simplement pour élever le prix. Parce que eux, ils ont déjà investi. Alors, ça, c'est une chose que c'est pas quelque chose qui est permis, mais c'est quelque chose que les gens font. Ils parlent à beaucoup de gens, ils font des avertissements sur les sites web en parlant d'un investissement. Et vraiment, il n'y a rien, c'est essentiellement une fraude. Mais parfois, c'est quelque chose de légitime, mais même si c'est légitime et vous avez quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de confiance, même si c'est convenable pour eux, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose est-ce que je vais peut-être perdre de l'argent avec cet investissement? Est-ce que je peux perdre de l'argent? Il faut toujours être certain que c'est bon pour vous. Euh, je vais parler aussi un peu. Pendant la pandémie, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas bien les investissements et la bourse ont utilisé des plateformes de placement en direct en ligne pour acheter des actions dont ils entendaient parler. Certaines ne comprenaient pas les risques des titres qu'ils achetaient, ni les risques liés à la volatilité du marché ou à l'empreinte pour investir. Alors, quand ils ont perdu de l'argent, malheureusement, ils étaient responsables pour leurs pertes car, car ces placements étaient des placements directs en ligne et c'est eux qui géraient leur compte. Et la société n'a généralement pas une obligation à vérifier si les investissements vous conviennent, si c'est vous qui dirigez vos investissements. Alors, faut toujours penser, est-ce que j'ai assez de connaissances pour faire des investissements moi-même? Euh, OK, situation numéro 3. Votre banque vous recommande un nouvel produit ou service, mais vous ne savez pas si vous devez le prendre. Alors, que devez-vous faire? Comme nous avons parlé avant, oups, pardon, Euh, il faut poser des questions et c'est important de comprendre ce que vous acceptez et de savoir quelles sont vos responsabilités avant de signer toutes sortes de contrats. Euh, Moi, par exemple, à chaque 3 fois que je vais aux banques, on me propose une ligne de crédit. J'en ai pas besoin maintenant à ce moment. Alors, il faut toujours vous demander, est-ce que vous avez besoin? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que vous acceptez ce produit? Est-ce que c'est un risque? Est-ce qu'il peut y avoir un risque pour moi si j'accepte d'avoir une ligne de crédit dont j'en ai pas besoin? Une chose que nous avons vue avec des anarques, c'est que si des gens ont des lignes de crédit, par exemple, et un fraudeur peut accéder à leur compte, ils peuvent aussi
accéder à leur ligne de crédit. Alors, ils prennent non seulement leur argent, mais aussi ils empruntent de l'argent du ligne de crédit et puis ils le sortent du compte et c'est un perte pour le consommateur. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Alors, si vous n'avez pas besoin de votre ligne de crédit, non, n'en prenez pas une. Mais si vous en avez besoin, c'est raisonnable de le prendre. Euh, euh, OK. Situation numéro 4. Un ami ou un membre de la famille emprunte régulièrement de l'argent sans le rembourser ou fait pression sur vous pour que vous l'aidez et partagez votre carte bancaire. Que devez-vous faire? Je pense que c'est assez évident. De toute façon, vous pouvez toujours dire non lorsque on fait pression sur vous pour votre argent ou pour vous demander d'acheter quelque chose, même la famille. Ne donnez jamais votre carte bancaire ou vos chèques ou votre numéro d'information personnelle à personne. Mettez en place le dépôt direct, par exemple, pour votre pension et autres sources de revenus, soit directement versé à votre compte pour que les gens ne peuvent pas prendre vos chèques. Euh, Ici, il faut aussi considérer que, comme j'avais dit avant, les banques ont des contrats avec vous et leurs contrats disent presque toujours que si vous partagez votre information confidentielle, si vous donnez votre carte bancaire à quelqu'un d'autre, vous serez responsable pour tout ce qu'ils font avec. Alors, il faut toujours le protéger, même si c'est quelqu'un qui peut-être vous avez, en qui vous avez beaucoup de confiance. euh, Si vous voulez leur donner de l'argent, donne-leur de l'argent, mais ne leur donne pas votre carte de crédit parce que là, vous allez être vulnérable pour tout ce qu'ils font avec. Euh, OK. Situation numéro 5. OK. Vous recevez un courriel ou un message de texte qui indique qu'il provient de votre banque. Le message demande votre numéro de compte. Que devez-vous faire? Alors, ne cliquez jamais sur le lien. Contactez d'abord votre banque si vous n'êtes pas 100% sûr que le message vient de la banque. Ça vaut la peine, il faut jamais cliquer sur le lien, même si ça vient de votre banque. Vous pouvez toujours téléphoner à votre banque, utiliser le numéro qui est sur votre carte. N'utilisez pas le numéro que vous trouvez dans un courriel parce que les fraudeurs savent que vous allez peut-être paniquer, surtout si le message est un peu urgent. Et alors, n'utilisez jamais les numéros qui sont dans les courriels, seulement si vous savez déjà que c'est exactement le bon numéro. Euh, Ici, je voulais aussi vous dire que les fraudeurs ont beaucoup de talent, malheureusement. Ce sont de bons acteurs et ils ont beaucoup de succès à créer des situations d'urgence. Un autre honneur que nous voyons fréquemment est la situation où un fraudeur appelle la personne et dit qu'ils sont une représentant de la banque et qu'ils appellent parce que la carte bancaire ou la carte de crédit a été compromise par des fraudeurs. Alors, ils demandent de l'information bancaire et expliquent qu'ils vont envoyer quelqu'un à la maison du consommateur pour récupérer les cartes qui sont compromises. Après, le fraudeur arrive à la maison et prend les cartes et utilise des cartes tout de suite avec TAP ou bien avec l'information que le consommateur a partagée. Alors, ça arrive, il y a beaucoup d'histoires dans la presse au sujet de ce type d'arnaque, mais ils ont beaucoup de succès et ils sont ce sont de bons acteurs. Alors, il faut toujours se méfier. Si jamais quelqu'un vous appelle de votre banque, ça vaut la peine de leur dire merci, je ne peux pas parler maintenant. Et puis, vous prenez votre carte bancaire et vous pouvez rappeler à la banque s'il y a quelque chose d'urgent ou important. Euh, OK, situation numéro 6. Quelqu'un qui ressemble à votre petit enfant vous contacte par téléphone ou par courriel. Ils veulent que vous leur envoyez de l'argent. Souvent, ces histoires-là sont soit l'enfant ou vraiment le fraudeur dit qu'ils étaient dans un accident et ils ont besoin de l'argent, ou bien ils ont fait quelque chose de mauvais, ils ont été arrêtés par la police et ils ont besoin de l'argent pour qu'ils puissent partir du prison. Alors, pour un grand-parent qui reçoit un appel comme ça de leur petit enfant, ça frappe au cœur. On veut toujours les aider, mais il faut réfléchir et penser, effectivement,
ça n'arrive jamais dans la vie réelle. Ce ne sera jamais une urgence comme ça. Ça se peut que ça arrive, mais ça n'arrivera pas qu'ils ont besoin de l'argent parce que c'est pas comme ça que notre système légal marche. Alors, si vous recevez un appel comme ça, il faut raccrocher le téléphone tout de suite. C'est un arnaque. Malheureusement, cet anarque-là arrive et c'est très effectif parce que tout le monde veut aider leur petit enfant. Oh, alors, voilà. Oui, alors, s'il vous plaît, n'envoyez jamais de l'argent si vous n'êtes entièrement pas certain du destinataire, comme toujours. Euh, OK, situation numéro 7. L'interlocuteur prétend être là à l'ARC et vous dit de payer les impôts que vous devez ou laisse entendre qu'une procédure pénale est engagée contre vous pour fraude fiscale. Que devez-vous faire? Alors, vous ne donnez pas à cette personne vos renseignements personnels. Le ARC ne vous appellera jamais ou ne vous laissera pas un message pour vous demander un paiement immédiat. Ou ils ne vont pas aussi vous envoyer un lien pour un remboursement ou vous menacez ou de vous arrêter. Alors, il faut toujours vérifier. Vous pouvez toujours appeler à l'ARC, vous pouvez leur parler de votre compte, mais toujours, il faut chercher le bon numéro, pas celui que vous avez reçu du fraudeur, et puis vous pouvez leur parler de vos impôts. Euh, Vous rencontrez, alors, situation 8, vous rencontrez quelqu'un en ligne et vous rapprochez. Ensuite, il vous demande de l'argent pour l'aider dans une quelconque urgence. Parfois, c'est une urgence ou parfois, ils veulent vous voir, mais pour telle ou telle raison, ils n'ont pas accès à leur compte banque, alors vous devez leur acheter un billet d'avion. Ou parfois, ils ont une opportunité d'investissement. Mais encore une fois, ils n'ont pas accès à leur argent pour une raison qui normalement ne fait pas de sens. Mais ces anarques sont très effectives parce que souvent, ce sont des gens qui vont prendre beaucoup de temps avec vous. Parfois, ça prend des semaines ou des mois de vous connaître, alors vous vous sentez proche. Et c'est difficile à dire non quand quelqu'un vous aide. Ou parfois, il vous parle d'une façon que vous vous sentez que c'est votre idée, que vous leur allez envoyer de l'argent pour un billet d'avion, un billet de train ou quelque chose comme ça. Alors, que devez-vous faire si quelqu'un vous demande de l'argent? N'envoyez pas de l'argent à cette personne. C'est un exemple courant d'un arc d'amour. Les anarcheurs s'engagent comme amis ou comme partenaires romantiques dans le but de voler l'argent de sa victime. Il y a des gens, et c'est leur profession de faire des choses comme ça. C'est très triste, mais c'est vrai. Alors, il faut toujours se méfier de gens que vous rencontrez en ligne. Situation numéro 9. Vous vendez un article en ligne. La personne qui accepte de l'acheter dit qu'elle a envoyé trop d'argent et vous demande de le retourner. Parfois, il vous envoie un chèque qui a un zéro de plus, ou bien parfois, il vous envoie de l'argent dans votre compte de banque. Que devez-vous faire? Non, n'envoyez pas de l'argent à cette personne et ne lui donnez pas vos renseignements personnels. Il s'agit d'un exemple courant d'un acte de paiement en trop. La fraudeur vous demande de virer les fonds supplémentaires et leur payer le paiement s'avère être contrefait. Alors, ce qui arrive dans ces arnaques-là, c'est que soit la chèque est contrefait ou bien ils ont déjà volé de l'argent d'un autre compte de banque et puis ils l'envoient à votre compte de banque et puis ils espèrent que vous allez lui envoyer de l'argent avant que la banque trouve le problème et que tout est reculé. Alors là, si vous leur envoyez l'argent, et puis après, le chèque ou bien l'autre argent retourne à l'autre personne, vous serez responsable peut-être de la perte. Parce que les fraudeurs, c'est très difficile de les trouver. Situation numéro 10. Vous vous inquiétez de la façon dont votre banque ou votre firme d'investissement a géré vos finances. Que devriez-vous faire? Alors ici, communiquez avec votre banque ou votre firme, parlez-leur de vos préoccupations et demandez-leur une explication si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont ils ont traité votre
patient, vous pouvez toujours nous contacter. Ils vont vous donner des lettres, ils sont obligés de le faire. C'est système très formel pour faire une plainte à une banque et à une firme d'investissement. Enfin, c'est pas formel pour vous, mais eux, ils ont des obligations qui viennent de leur organisation de réglementation. Alors, ils sont obligés de vous répondre dans une certaine période de temps. S'ils ne le font pas, vous pouvez venir à OSBI ou bien s'ils vous donnent une lettre et vous n'êtes pas content avec le résultat, vous pouvez encore venir à OSBI, mais il faut venir chez nous. euh, enfin, assez vite. Ils vous expliqueront dans la lettre combien de temps vous avez pour venir chez nous. Mais c'est effectivement 5 ans. Enfin, ils ont le droit d'essayer de résoudre votre plainte pendant 56 jours pour les plaintes bancaires et pour les plaintes d'investissement, ils ont 90 jours. Et après, vous devez apporter votre plainte chez OSBI après que vous avez reçu le résultat en 190 jours. Alors, pardon, 180 jours. Euh, de toute façon, apportez votre plainte chez OSBI assez rapidement. Euh, alors, attends, je pense que pardon, je pense que c'est 160 jours. Alors, de toute façon, apportez la plainte très vite chez OSBI. Euh, OK, alors comment pouvons-nous aider? Alors d'abord, on peut répondre à vos questions, mais on peut aussi répondre à vos plaintes. On a un processus équitable et comme j'ai dit avant, c'est gratuit. Et dans l'année passée, on a fait des recommandations, plus que 2 milliards 500 000 dollars. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont reçu de la compensation à cause de notre processus. Si vous voulez plus d'informations au sujet de l'OSBI, vous pouvez le trouver sur notre site web. On a beaucoup d'informations. Là-dedans aussi, on a beaucoup d'informations au sujet de plaintes communs et comment on les a traitées pour que vous pouvez savoir. Parfois, je dirais que pour les plaintes bancaires, on fait des recommandations dans à peu près 20 jusqu'à 30% des dossiers dépendants. Et puis pour le côté d'investissement, à peu près 30 ou 40%, ça dépend chaque année. Mais de toute façon, on est là pour vous expliquer pourquoi. S'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, on peut vous expliquer ce qui s'est passé. C'est pas toujours une recommandation que les gens euh, veulent ou la compensation. Euh, je pense que c'est tout pour la présentation. Oh non, pardon. Oui, alors ici, ah oui, encore un peu d'informations. Alors, un tiers des plaintes à l'OSB sont déposées par les aînés. 4 plaintes sur 10 en matière d'investissement proviennent de consommateurs plus que 60 ans. Parmi les plaignants aînés auprès de l'OSBI, les hommes représentent 62 et les femmes représentent 37. La moitié des plaignants aînés déclarent un revenu familial inférieur à 80 000 dollars. Plus les Canadiens vieillissent, plus ils sont susceptibles à des problèmes. Alors, euh, les aînés représentent des consommateurs. Pour nous, les aînés représentent des consommateurs de 60 ans de plus, mais je sais que pour vous, c'est 50 ou plus. Alors, vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur notre cube de données sur notre site web. Et c'est tout pour moi, mais maintenant, je suis préparée à vous répondre à vos questions. Je vais arrêter de partager pour que je puisse vous voir. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Il y en a quelques-unes. Jean, tu veux-tu y aller? Oui. La première question qui a été posée, Est-ce que attendez. vous pouvez vous rapprocher Oui, un petit peu du micro? oui, oui, Je ne peux oui. pas La vous première entendre. question qui a été posée, est-ce que les firmes participantes incluent les caisses populaires de l'Ontario et les courtiers financiers? Les courtiers financiers, oui, mais les caisses populaires, non, il y en a seulement certaines, alors pas tout. Alors pour les caisses populaires, il faut regarder sur notre site web et vous pouvez chercher pour le nom de votre caisse populaire et vous allez voir. Je sais qu'on a tous les caisses populaires pour la Colombie-Britannique et je crois aussi l'Alberta, mais pas pour tous les pays. Mais OK. il y en a, mais tous les caisses populaires fédérales aussi, nous avons. Euh,
Mais oui, parce que nous avons, la réglementation oblige les banques. Alors, c'est une obligation fédérale. Et puis, pour les investissements, ce sont les organismes de réglementation pour les investissements, mais certaines caisses populaires sont provinciales. OK. Une autre question est à propos des... En fait, si on clique sur un lien qui peut être frauduleux, que se passe-t-il? Pas certain de Enfin, comprendre complètement, mais oui, je ne suis pas un expert de logiciel, mais je peux vous expliquer ce qui arrive. Je ne sais pas comment. Mais toutes sortes de choses peuvent arriver. D'abord, ils peuvent mettre un virus sur votre ordinateur. Le virus, là, ça peut aller partout dans votre ordinateur et donner permission à quelqu'un d'autre de l'accéder. Alors là, si vous avez votre information bancaire, euh, est-ce que si vous l'avez sur votre ordinateur, ils peuvent le trouver et puis ils peuvent accéder votre compte de banque. Alors ça, c'est une chose qui arrive. L'autre chose qui arrive, c'est qu'ils peuvent trouver de l'information pour éventuellement vous tricher. Ils peuvent trouver de l'information personnelle pour dire, oh, je sais que vous avez da 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 da. Ou quelqu'un a volé da 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 da, mais il le sait parce que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé sur votre ordinateur. Alors, ils peuvent utiliser cette information pour vous tromper plus tard. Mais souvent, ce qui arrive quand on clique sur un lien, c'est que c'est dans une situation où quelqu'un, le fraudeur, prétend de vous rembourser l'argent ou bien de vous, ou, ou, ou- ou vous dit qu'ils ont besoin de votre information, par exemple, pour vous donner plus d'informations sur un paquet qui va être livré. Alors là, vous leur donnez, enfin, surtout, c'est pour vous rembourser l'argent, mais si vous mettez votre information bancaire, c'est là où ils peuvent le prendre et puis ils le mettent dans le vrai site web de la banque et ils peuvent prendre votre argent. Et ça arrive vite. Alors, si vous pensez que vous avez cliqué sur un lien, ça vaut la peine d'appeler à votre banque et pour tout de suite. OK. Et ça vaut la peine aussi parfois. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'utilise, je limite où je fais mon bancaire en ligne. Mais ça vaut la peine de faire demander à un expert si vous en avez ou bien d'aller quelque part pour demander à quelqu'un de regarder votre ordinateur pour voir s'il y a un virus dessus. OK. Une autre question qui demande dans quelle mesure OSBI contribue et réussit à identifier et faire condamner les fraudeurs? Alors, on ne réussit pas malheureusement à identifier les fraudeurs du tout parce que nous, on enquête seulement si la banque a fait une erreur ou si la banque a fait quelque chose qui a causé la perte. Alors, enfin, parfois, il y a des fraudeurs qui viennent chez nous. Alors là, on peut les identifier, mais ça, c'est une situation un peu différente. La majorité du fois, dans les dossiers où il y a une fraude, je vais dire honnêtement, souvent, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire parce que le fraudeur a eu de la succès en prenant l'information du consommateur. Alors, c'est très difficile de dire dans ces dossiers-là que la banque a fait l'erreur qui a causé le problème. Parfois, on peut dire que la banque doit voir que s'il y a des transactions qui sont si irrégulières, qu'il devrait être la fraude, ils ont dû le détecter. Là, on peut faire une recommandation. Mais pour la majorité de fraudes très simples où quelqu'un a cliqué un lien, a mis leur information bancaire, là, c'est pas beaucoup qu'on peut faire et c'est très difficile à trouver ces fraudeurs-là. Le gouvernement et la police, ils collaborent. Enfin, la police fait beaucoup de travail dans ce domaine. Vous pouvez chercher. Il y a beaucoup de succès qu'ils ont eu, mais c'est une petite fraction de tous les fraudes. Une autre personne demande qui sont les fraudeurs en général? Est-ce que c'est le crime organisé? Et Oui, j'ajouterais aussi d'où viennent-ils? oui, Est-ce c'est que... surtout la crime organisée. Ah oui, OK. Oui, d'après ce que j'ai lu, c'est surtout les crimes organisés. Ils sont au Canada, ils sont dans d'autres pays, euh, mais il y a beaucoup qui sont chez nous. Et en fait, il y a une personne qui demande de préciser pourquoi refuser une ligne de crédit qui pourrait nous être Oh, offerte. c'est votre choix. Non, non, c'est complètement votre choix. Mais je voulais expliquer, oui, c'est toujours votre choix. Mais il faut que ce soit, enfin, ce qu'on recommande, c'est que il faut que ce soit quelque chose que vous en avez besoin et qui va vous servir. Par exemple, si vous avez
a la tendance de dépenser un peu de trop. Peut-être c'est pas pour vous d'avoir une idée parce que ça va vous poser des problèmes. Mais si vous en avez besoin, c'est très important. Beaucoup de fois, on ne peut pas bien vivre sans une ligne de crédit si on a besoin de d'acheter un nouveau frigo, par exemple, quand on n'y pensait pas ou on doit faire des réparations à votre maison, c'est très utile. Alors, oui, je suis agnostique au sujet de si vous en avez, mais il faut toujours que ce soit quelque chose que vous en avez besoin et que vous voulez. À propos des transferts électroniques, on demande s'ils sont vraiment sécuritaires. Enfin, nous recevons beaucoup de plaintes pour les virements électroniques, mais le problème normalement, c'est que il y a quelqu'un qui peut les intercepter, soit de votre côté ou bien du côté de la personne à qui vous voulez envoyer l'argent. Alors souvent, les gens, enfin, ce qui arrive, c'est que les fraudeurs sont dans le courriel de l'autre personne et puis ils sont capables de de voir le courriel et de le prendre et puis de le mettre dans un autre compte. Je ne sais pas comment ça marche, mais effectivement, oui, je dirais que en grande ligne, les virements électroniques sont assez sécuritaires parce qu'il y en a des milliards qui se passent chaque journée sans problème. Mais il y a des gens qui peuvent les intercepter et ça dépend de la circonstance, mais c'est pas par hasard, c'est presque toujours parce que quelqu'un a accédé à votre compte de courriel parce que vous avez un mot de passe qui est soit facile à utiliser ou bien ils l'ont trouvé il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup de hacks, de comptes, mais aussi, ou bien vous avez cliqué sur un lien malheureusement et puis ils ont pu accéder à votre compte de banque. Concernant les transferts électroniques, est-ce que vous recommanderiez le dépôt direct? Enfin, Celui qui- je ne peux pas vous faire des recommandations. Ce que je peux vous dire, c'est il faut toujours protéger son information. Alors, si vous, c'est pas, oui. Alors, et en disant cela, c'est pas que je blâme les victimes du tout. Ce sont des victimes qui ont fait quelque chose par accident. Mais alors, j'ai pas une préférence, mais je dirais que c'est vraiment en protégeant votre information que vous vous protégez. Moi, j'aurais une question. La différence entre le Centre antifraude Canada puis vous autres, c'est quoi? La différence entre... Différence entre le Centre antifraude du Canada? Parce qu'on a Oh, souvent des présentations d'eux autres. Donc, c'est quoi la ok. différence? Oui, nous, on fait des résolutions de différentes. Alors, et eux, enfin, je crois qu'ils sont une place qui est surtout là pour partager de l'information. Et je sais, ils travaillent peut-être avec la police. Alors, la police, eux, ils vont chercher les fraudeurs. Nous, on regarde seulement si la banque a fait une erreur ou bien si la firme d'investissement a fait une erreur. S'ils n'ont pas fait d'erreur, on ne fait pas de recommandation. Alors, nous sommes ici pour compenser les consommateurs si la banque a fait une erreur ou si le courtier a fait une erreur. Mais eux, ils essaient enfin, ils donnent de l'information et puis je crois qu'ils travaillent aussi avec la police ou bien ils donnent de l'information à la police. Mais c'est la police qui cherche les criminels. J'avais deux autres questions. L'autre question, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. OK? Là, c'est vraiment ouvert, puis on entend parler, etc. Donc, l'impact de l'intelligence artificielle au niveau des fraudeurs, moi, je dis tout le temps, l'intelligence artificielle, ça doit être le paradis terrestre des fraudeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Enfin, comme j'ai dit avant, ils sont très intelligents, les fraudeurs, et ils sont très bons à ce qu'ils font. Et comme moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour mon travail, eux, ils vont faire la même chose. Alors, oui, c'est parce que là, on peut demander de toutes sortes de choses l'intelligence artificielle pour nous aider. Alors, oui, ça va leur aider. OK, puis ma dernière question, c'était, ben, peut-être pas ma dernière, mais on verra. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire
pour diminuer les fraudes, comme ça, plus d'allure, là. Tu sais, on a ça sur notre Internet, on a ça sur nos cellulaires, on a ça partout, partout. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est quoi que le gouvernement ou les organismes en lien avec ça pourraient faire là, pour diminuer ça? Tu sais? Oui, C'est c'est une très énervant bonne un peu, question. là. Oui, alors, enfin, je ne peux pas dire exactement ce que le gouvernement peut faire, mais je peux vous dire que nous savons ce que font d'autres gouvernements. Et oui, ils doivent travailler avec les grands réseaux sociaux, ils doivent travailler avec les organisations de télécommunications parce que c'est comme cela que on est attaqué par les fraudeurs. Euh, il y a toutes sortes d'idées. Enfin, ils peuvent avoir un régime différent où c'est pas nécessairement le consommateur qui est responsable pour tous les pertes. Il se peut que la banque doit être obligée d'avoir des plus grandes protections. Ce sera difficile à faire de la des règles, mais il se peut, dans d'autres pays, ils le font différemment. Ils disent que ils disent que la banque est plus responsable que le consommateur dans certaines circonstances. Et ça, c'est une loi. Et puis, la banque peut créer des règles d'après ce que pour se protéger. Dans d'autres pays, il y a je sais qu'à Singapour, ils ont des comptes de banque où on peut on peut déposer de l'argent électroniquement, mais on ne peut pas l'enlever électroniquement. Alors, on est obligé d'aller à la succursale pour prendre notre argent. Il peut toujours avoir des fraudes à la succursale aussi, ça on le sait, mais c'est pas aussi fréquent que électroniquement. Alors, il y a des solutions qui existent. Ça dépend de ce qui va marcher chez nous. Euh, mais pour l'instant, enfin, il y a quelques protections, mais je pense que le gouvernement est en train de regarder pour des différentes solutions. Mhm. Il y avait On une va, on va question, les aider. euh, il y avait une question ou un fait exposé par Lorraine qui dit, j'ai été forcé de prendre une ligne de crédit de 83 000 Excuse, Jean, je voudrais juste faire un rappel que cette conférence-là est enregistrée, donc Ah n'importe quoi oui. qui est personnel va être dans l'enregistrement, hein. Donc, Lorraine, le dépendant, tu pourrais peut-être contacter Grace ou si... Non, ben c'est pas, non, non, c'est pas, ben c'est personnel, mais je veux juste avoir l'avis de madame. C'est correct. Lisez ma question, monsieur, s'il vous plaît. Oui, C'est en pas si fait, personnel que ça, c'est correct. OK. elle dit qu'elle a été forcée de prendre une ligne de crédit de 83 000 pour prendre un prêt hypothécaire de 60 000 pour pouvoir acheter un condo à un demi-million. Et elle demande si elle aurait pu faire appel au service de l'Ombudsman. Enfin, vous pouvez toujours vous plaindre d'abord aux banques et puis après venir chez nous. Je ne connais pas les détails. Ça dépend toujours. Et oui, il n'y a pas de problème avec une hypothèque ou bien une ligne de crédit. Ce ne sont pas des problèmes OK. seulement, ben, c'est la circonstance. Alors, je ne connais pas les détails ici. Si vous avez une problème, allez aux banques d'abord, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez porter plainte à eux. Et puis, s'ils ne résolvent pas votre plainte, vous pouvez venir chez nous. J'aurais une question moi-même. Quand vous avez parlé des indemnités que vous avez remboursées, c'est à partir d'un fonds que OSBI possède ou si c'est les Oh, banques ou les c'est institutions à c'est qui vous ça. faites la recommandation de... Oui. OK. Et ils ne sont pas obligés de le payer. Alors, s'ils ne payent pas, il n'y a rien qu'on peut faire, sauf qu'on peut publier notre recommandation. Alors, on publie notre document, notre enquête, le résultat de notre enquête. Et alors, en anglais, on dit name and shame parce que ça rime, mais on le publie pour que tout le monde sait ce qui s'est passé et ce qu'on a trouvé. Mais la plupart du temps, ils payent. Sur le côté bancaire, on n'a jamais reçu les banques n'ont jamais refusé. Sur le côté d'investissement, il y a, je crois, à peu près 26 fois dans les derniers comme 27 ans que quelqu'un a refusé de payer. Et votre financement, le financement de l'organisme provient exclusivement des compagnies. Oui, Et oui, ils sont obligés de payer. Alors, c'est
Ils sont obligés d'être membres et ils sont obligés d'être payés. Nous sommes une organisation de but non lucratif, alors on ne gagne pas de l'argent. Si on fait des recommandations ou non, oui, ils sont obligés d'être membres et de payer. Et on a oui. Quelle est la responsabilité des compagnies de cartes de crédit ou des banques suite à un achat frauduleux à partir de ma carte de crédit? Est-ce que la carte de crédit va accepter que je conteste un achat sur ma carte de crédit Bah, habituellement? ça dépend toujours des circonstances. Alors, si vous leur dites que c'est frauduleux, ils vont faire une enquête pour confirmer que c'était une fraude. Mais si vous dites que c'était un produit qui est arrivé, qui n'était pas ce que vous avez commandé, par exemple, vous pouvez demander une rétrofacturation, ce qui est un peu différent. Alors là, ils essaient de résoudre la plainte avec le marchand. Alors, ça dépend toujours des circonstances. OK. Bon, je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient poser une dernière question. Il est 3 minutes avant l'heure. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question, une dernière question à poser. Aucune question? Alors, ma question serait, Paulette? ce que j'ai bien compris de vous, nous ne devons jamais donner notre carte de crédit à des personnes qui nous le demandent, parce que moi, je l'ai fait en France sur un cours de spiritualité. Alors, j'ai dit, oh mon Dieu, je peux leur donner ma carte. Mais finalement, ça a été un vol et j'ai dû appeler le centre de la fraude et on a résolu. C'est dommage. Je suis désolée que ça ait arrivé. Mais merci pour partager, mais ça c'est vraiment dommage que c'est arrivé. Merci, merci. Mais on vient à soupçonner tout le monde, hein? Oui, C'est c'est malheureux, mais on se dit, tu sais, on fait rien, là. OK, c'est une fraude, tu ne le dis pas, là, tu sais. Donc, OK. Bon, merci beaucoup, Madame Grace McSorley, pour votre présentation qui était fort intéressant. Et puis, on va continuer à travailler là, au niveau de la prévention de la maltraitance des personnes aînées à ce niveau-là. Donc, merci au personnel de la Farfo, à Jean et puis à Benchel qui ont coordonné la techno et le contenu pour ce webinaire. Puis, merci à toutes les personnes participantes qui proviennent de partout en Ontario, puis même hors Ontario, puisque j'ai reconnu quelques personnes de d'autres provinces. Donc, Et de Terre-Neuve. Ah, bienvenue. oui, donc c'est intéressant. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis merci Grace pour ta participation. Et Merci beaucoup. on a eu de bonnes infos. Merci à vous, c'était un plaisir. Donc, adieu tout le monde. Au À une revoir. prochaine. Bonjour. À la prochaine.